BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas. BFM Business et Tech & Co présente émission spéciale Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là et bienvenue à Las Vegas. Bienvenue pour cette édition 2026 du CES, le Consumer Electronics Show. C'est le plus grand rendez-vous dédié à la tech au monde et forcément, il est à vivre sur BFM Business chaque soir. Alors, on a eu un petit retard à l'allumage puisque hier, nous n'avons pas pu vous diffuser la première émission de ce Tech & Co, la quotidienne, pour des raisons techniques, mais on va se rattraper. Vous aurez votre dose de CES de Las Vegas, c'est promis. Jusqu'à mardi prochain, Tech & Co sera donc au CES de Las Vegas, avec au sommaire ce soir le débrief de l'ActuTech. Damien Licata-Caruso du Parisien sera avec nous, mais aussi Frédéric Simotel de BFM Business, que vous connaissez bien. On parlera aussi beaucoup de télévision. Vous savez, la télé, c'est un peu le rendez-vous incontournable du CES. Quelles sont les nouveautés en matière de télé? Je recevrai le patron de Samsung, mais aussi d'Hisense, un constructeur chinois qui a beaucoup de choses à dire. Et puis, on découvrira une start-up étonnante qui s'appelle Luchrome, une start-up française qui a inventé une technologie d'écran qui s'imprime. Vous imprimez un écran. Alors, il est en noir et blanc, il ne consomme pas beaucoup d'énergie, mais c'est assez bluffant. On en parlera tout à l'heure. Voilà, c'est Tech & Co, la quotidienne, en ce mercredi. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Nous sommes ici au Venetian, qui est sur le Strip, juste en dessous, où des milliers d'exposants vont présenter leurs nouveautés. Alors, les startups françaises sont juste à côté avec Business France. Et juste derrière moi, vous avez des allées entières, des centaines de mètres avec des startups du monde entier que nous allons visiter, puisque c'est le premier jour en fait. Là, pour tout vous dire, tout débute pour ce CES. Et on va commencer par le débrief de cette première journée avec Damien Licata-Caruso qui est avec nous. Salut Damien. Bonjour. Damien qui est journaliste au Parisien. Tout va bien Damien? Écoute, tout va bien, on est prêt pour un nouveau CES. Voilà, tu as l'œil clair. Bien sûr, on est frais, l'air du désert. Frais comme un gardon, bien, ouais. Ça fait plaisir. Le terminateur de ce CES est là aussi, c'est Frédéric Simotel, bien évidemment. Bonjour François, Damien. Comment fait Frédéric Simotel? Il devrait sortir un livre pour être toujours en forme comme ça. Écoute, j'ai l'impression que cette année, ça va être une belle édition. Cuvée, une belle édition. Écoutez, on a plein de choses à vous raconter. Ça, c'est cool. Et puis, sachez qu'au-delà de Tech & Co, la quotidienne, vous retrouverez Fred pour Tech & Co Business. Tech & Co Business, ce sera jeudi soir. Tu l'enregistres jeudi pour diffusion ce week-end. Je vous retrouverai aussi pour De quoi je me mail. Voilà, forcément. Et puis tout au long de la journée, avec Léa Benaïm et Fred, mais aussi Anthony Morel, des points complets sur les annonces, carrément au fil de l'eau de ce CES. Franchement, BFM Business vous propose sans aucun doute la meilleure couverture média, radio, télé de ce grand salon dédié à la tech. Alors, pour cette première journée, les amis, pas mal de sujets intéressants. Nous, on est complètement bluffés par l'une des stars. Fred et Damien, on est d'accord, de ce salon, c'est les voitures autonomes. On a eu une chance, on a pu monter à bord de la Zoox. La Zoox, c'est un nouveau modèle de véhicule qui, ressemble à pas grand-chose. C'est un peu méchant peut-être. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la Fiat Multipla. Ça ressemble un peu à la Fiat Multipla, mélangée avec une Twingo, un peu, je trouve. C'est vrai, au niveau du design, ils ont été inspirés, je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi, mais effectivement, le designer s'est un peu lâché. C'est un peu lâché, voilà. Et cette voiture est totalement autonome. Fred, raconte-nous comment ça se passe. On rentre là-dedans. Déjà, pas de cockpit, pas de volant. Pas de volant. Alors déjà, on peut la réserver. Alors c'est un peu particulier comme on est européen quand on vient d'ici, mais si on a un compte américain, on la réserve avec une application mobile, on donne son trajet. Comme tu réserves un Uber. Comme on réserve un Uber tout à fait classique. Et une fois qu'on est donc la voiture se présente. Une fois qu'on est à l'intérieur, alors il faut attacher sa ceinture. Et là, on a il y a quatre places. On fait face, comme tu disais, ça ressemble un peu à un carré TGV à l'intérieur. Et il y a 4 places. Chacun a un écran. On peut régler. Donc on peut régler la musique, la température, etc. Et puis c'est parti, une fois qu'on a attaché notre ceinture. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la fluidité, c'est-à-dire l'accélération. C'est pas brusque du tout, c'est une conduite vraiment très souple, très fluide, qui s'insère parfaitement dans
dans la Oui, dans la circulation. dans la en fait. circulation Ouais, urbaine de Las Vegas. Il y a des feux, il y a des stops. Alors, il n'y a pas beaucoup de passages piétons puisque c'est une ville quand même faite pour la voiture. Ouais. Les piétons, ils passent plutôt sur des passerelles. Mais on a eu un exemple à un moment d'une personne qui a essayé de traverser et la voiture a su l'éviter de façon assez habile. Non, vraiment très impressionné par le confort, la fluidité et voilà. Puis on se sent en sécurité. Damien, alors un mot sur Zoox quand même, c'est pas n'importe qui, hein, Zoox. Derrière, c'est Amazon. Bien quand sûr, même. un très gros acteur. Et puis on les voit déjà depuis quelques années au CES. On voyait déjà toutes les voitures qui tournaient pour cartographier la ville. Donc c'était assez logique qu'il y ait un débouché immédiat ici à Las Vegas. En plus, vous faites ça pendant le CES. Vous avez la garantie Meilleure d'avoir vitrine une technologique. couverture médiatique assez incroyable, effectivement. Mais là, on sent qu'il y a un certain degré de maturité qui a été franchi. On l'anticipait beaucoup pour cette nouvelle édition, mais là, on le voit concrètement dans les rues de Las Vegas. Et alors, tu as testé? Moi, j'ai pas encore eu T'as pas l'occasion, encore eu malheureusement. le non. temps, mais franchement, ça vaut le coup. Alors, il y a donc Zoox qui. Alors, quelles sont les ambitions de Zoox aujourd'hui? Là, ils vont lancer commercialement leur offre ou c'est encore de l'expérimentation, Fred? Là, ça y est, c'est l'expérimentation. On la voyait l'année dernière. Là, on sent que ça y est, ils sont passés à la vitesse, puisque là, ils prennent vraiment des gens, voilà, des gens en lambda, hein, on peut commander donc cette application. Et là, on devrait voir arriver les premiers services là en début d'année, puisque la voiture est prête. Après, en termes de services, c'est vraiment un petit robot-taxi urbain, parce que si vous venez d'un aéroport, vous avez plein de bagages, n'y comptez pas trop, c'est vraiment pour faire du point-à-point en C'est ville. une petite de navette façon- en fait entre hôtels finalement. C'est plus ça l'usage. Pardon. C'est plutôt une navette entre hôtels. Voilà, exactement. Plutôt l'usage. Et j'imagine bien aussi une navette qui va servir, parce qu'Amazon derrière, livrer des courses. On voit tout à fait ce type de navette sans passagers, on mettra les paquets, puis Et voilà. une fois devant Non, le domicile de la personne, ça sonne et puis il vient chercher ses... Imaginez, je veux dire, la puissance d'Amazon derrière ce truc-là. C'est dingue. Parce que là, on a vu ce premier véhicule, mais on en aura d'autres. On aura des petites camionnettes, on aura des véhicules peut-être plus confortables, plus grands. Enfin bref, on peut tout imaginer. C'est pas terminé en termes de véhicules autonomes, comme quoi c'est vraiment une vague de fond qui n'arrive pas encore chez nous en Europe, mais qui va arriver forcément. On vous a parlé de Waymo à San Francisco, on y était avec Léa il y a quelques semaines de cela. Un autre acteur se lance dans la bataille, et c'est pas n'importe qui, c'est Uber. Uber qui a annoncé, pas plus tard qu'hier, son partenariat, Fred, avec donc deux spécialistes, en fait, Nuro et Lucide. Lucide, c'est le véhicule, et Lucide, Nuro, oui. c'est toute l'intelligence du véhicule, parce que Uber se dit que dans quelques années, Uber, il je n'y pense, aura plus de chauffeurs. quoi. Voilà, Uber a été un peu surpris, je pense, par le succès des Waymo. Waymo, vous savez, c'est une des filiales de Google, d'Alphabet, qui a lancé au début, c'était quelques taxis à San Francisco. Maintenant, François, tu y étais il y a quelques semaines, c'est beaucoup de taxis. C'est à San Francisco, c'est à Austin, c'est un peu partout. En Europe, à Londres, il va commencer à y avoir des tests. Il va y en avoir aussi en Suisse. Et je pense que Uber s'est dit, là, il faut qu'on passe aussi la vitesse supérieure. Voilà, le raccourci par rapport à cette conduite autonome. Et donc, Uber prévoit de sortir ses services donc avec Nuro, avec ce partenariat avec Lucid Gravity pour la fin de l'année. Donc, il va falloir quand même accélérer, récupérer tout un tas de données. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette voiture, elle est équipée de toutes les dernières technologies radar, lidar, caméra. Donc, je pense que l'équipement doit être assez cher quand même pour ce type de véhicule. Ouais. D'ailleurs, c'est plutôt destiné haut de gamme parce que je crois que l'écran, l'intérieur est vraiment Oui, un peu luxe. oui, c'est dédié haut de gamme. Et à l'intérieur, il y a même une plateforme NVIDIA Drive pour piloter tout ça. Donc voilà, on est quand même, on n'est plus dans la petite navette Zoox, on est vraiment dans le robotaxi haut de gamme. C'est intéressant, Damien, parce que c'est passionnant, oui. on se souvient, il y a quelques années, Uber qui avait lancé un laboratoire du véhicule autonome et qui avait tout coupé en 2020 en disant c'est pas prêt, etc. Et là, on a l'impression qu'ils rétropédalent en se disant il faut qu'on y aille maintenant. Effectivement, et puis ils sont allés vraiment très fort. Ils ont commandé 20 000 véhicules électriques à Lucid pour en sortir très rapidement. Et contrairement à Waymo, ils n'ont pas pris des véhicules qu'il fallait adapter parce que Waymo, ils ont commandé à Jaguar des véhicules et ensuite après il fallait les customiser, mettre toute la technologie embarquée. Là, ils ont commandé des véhicules qui sont directement autonomes, donc ils seront rapidement dans les rues. Ils vont arriver avec une puissance de frappe qu'on va retrouver à peu près dans toutes les villes américaines
très rapidement et Uber va vraiment passer dans une autre dimension. D'ailleurs, vous en parlez un peu aux chauffeurs Uber à Las Vegas, ils commencent vraiment à avoir un peu peur. Oui, alors nous, on a discuté avec un taxi hier qui nous a dit, écoutez, c'est ça, on voit la différence aussi entre le mindset des chauffeurs taxi américains, alors qui sont souvent des immigrés de première ou deuxième génération. Et puis en France, on discute avec des Français, ils disent oh, ça marchera jamais. Ici, soit ils ont peur, soit ils disent bah, écoutez, il va falloir qu'on s'adapte. De toute façon, c'est la tech, c'est le futur. Oui. Alors, il y a une espèce de fatalisme. Voilà. En quelque Alors sorte. ils ont des syndicats de taxi beaucoup moins forts que chez Ouais, nous, bien sûr. etc. Mais on sent quand même, ils se disent bah, de toute façon la tech elle est là, voilà, donc on en a peur. Et d'autres disent bah, on va essayer de s'adapter, on va voir comment faire. C'est assez intéressant de discuter avec eux. Donc Uber se lance en grande pompe sur le véhicule autonome. C'est intéressant parce que cette voiture donc, qui est pilotée, le cerveau c'est Nuro, et qui promet une autonomie de niveau 4. Ouais. Donc niveau 4. Il y a encore le volant. Je crois, oui, il y a encore le volant. Ouais, c'est niveau mais, 5, on est dans Zouk, ça. Mais on ne touche plus au volant. On touche en plus fait. rien du tout. On est véritablement en autonomie totale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a du NVIDIA. En fait, tout le cerveau de Nuro est alimenté par les ressources processeurs de NVIDIA. Ouais, c'est la plateforme NVIDIA Drive. Alors, transition intéressante parce que notre ami Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, a fait une keynote, pas plus tard qu'hier, qui était carrément en ouverture. Hein, c'est la star de ce CS, encore une fois, cette année. Et tu y étais, Fred? Oui, on y était avec Léa Benaïm et on a impressionné toujours, on va arriver avec sa veste de cuir noir. Il était un peu en croco là, non? Voilà, oui, un peu croco brillant. Ouais. Enfin voilà, il a joué. Chaque année, il en rajoute un peu. Il a joué le jeu. Il est Alors, tellement suivant cool. les cristaux de Swarovski qui arriveront sans doute l'année prochaine. Alors ce qui est amusant, quand on a connu les grandes conférences des Steve Jobs, des Bill Gates, tout ça, il n'y a pas le même engouement où les Américains sont toujours en train de siffler, d'applaudir et tout ça, mais bon, il y a un respect par rapport à la personne. Toute une première partie de sa présentation, c'est la présentation de tous ces nouveaux modèles d'IA physique. Hein. C'est des modèles d'IA qui vont être intégrés dans les robots. Donc il est à fond sur les robots. D'ailleurs, il termine à un moment une partie de son keynote avec deux petits robots qui sont sortis de Star Wars, là, qui viennent voir. Donc il s'amuse un peu avec eux. Il montre. Mais moi j'ai vu 6PO et R2D2. Oui, alors ça c'était dans la vidéo. Ah, ça, mais sinon d'accord. c'était les petits robots de la dernière saison de Star Wars. Alors voilà, il y avait cette discussion. Donc des modèles d'IA physique pour ces robots, des modèles d'IA physique aussi pour les véhicules autonomes. Et puis c'était marrant parce que là on le voyait, il regardait souvent son prompteur, alors il faisait quelques blagues et tout ça. Et à un moment, il passe à la deuxième partie de sa keynote. Là, c'est la présentation de tous ses composants, son nouvelle architecture Vera Rubin, qu'on n'attendait pas. Hein. On l'attendait plutôt dans quelques mois. Et à côté de moi, j'avais une journaliste coréenne. Quand il a sorti l'architecture, elle a fait « Waouh !» Enfin, elle était devenue comme une folle. Et là, il a présenté avec la GPU Rubin qui est 6 fois plus performante ou 5 fois plus performante que Blackwell. Voilà, c'était lancé. Et là, par contre, on le sent dans son élément. Hein. Alors là, il nous raconte, il sort les cartes mères, il montre ça, il nous fait la balade. N'ont plus aucun secret pour lui. Là, il est complètement à fond dans son système. Mais parce que, rappelons les enjeux de ces puces. Parce que comme aujourd'hui, c'est le premier revendeur de puces aujourd'hui pour l'IA générative, tous les acteurs technologiques d'IA attendent encore de la puissance supplémentaire. Oui, pour l'entraînement de l'IA notamment. Voilà, c'est ça. Vraiment, et surtout avec il répond aux attentes de tous ces acteurs. Et il a parlé de consommation d'énergie aussi qui est réduite de 5 à 7 fois. Donc là aussi, il y a un gros effort qui est fourni. Pas mal. Donc voilà, c'était. Et derrière, on a eu juste après Lisa Su, alors pas sur la même scène, mais sur une scène attenante dans un autre hôtel. Lisa Su, la PDG d'AMD, et elle, son focus maintenant, c'est Nvidia. Hein. Alors elle est assez distancée, AMD est assez distancée, mais on sent ils présentent un nouveau rack. Mais ils avaient invité pour le coup les dirigeants d'OpenAI pour exactement. montrer qu'il y Greg avait quand même une Brockman rivalité parce que OpenAI ils se disent il y a un concurrent en face. S'il y a une guerre des prix, elle va leur bénéficier à eux. Ils vont s'alimenter chez l'un ou chez l'autre. Donc je pense que c'est assez simple finalement que OpenAI ne fasse pas uniquement son marché chez Nvidia. Déjà ça laisse la place aux autres. Mais on le remarque, hein, ils le font aussi. Ils ont passé des avec accords avec Google aussi, je crois. Il ne peut pas être dépendant d'un seul fournisseur, simplement. Non, c'est ça. Non, mais OpenAI a signé avec AMD, hein, même investi dans AMD pour avoir ses composants. Mais voilà, donc on voit un peu tout ça qui est en train de se mettre en place. On a Qualcomm qui a annoncé aussi des processeurs pour robots. On attend aussi Intel qui va certainement pas être en reste de tout ça. Donc il y a une vraie bataille. Il n'y a pas que les modèles Gemini face à ChatGPT. Quand on descend dans les couches, au niveau des processeurs, même si Nvidia est quand même largement devant, ça commence un peu à se castagner un petit peu. Alors, on l'a dit, les voitures autonomes, premier effet waouh de ce CES, la keynote donc de Nvidia, et tout ça est lié en fait à la robotique. Parce que finalement, une voiture autonome, c'est un robot. Hein. Sauf que là,
on passe une étape quand même, on franchit une étape supérieure, Damien, avec la présentation ici, un peu partout, de robots plus ou moins au point, mais on voit qu'il y a vraiment cette vague de créer des robots, soit pour l'industrie, soit domestiques, en fait, qui pourraient arriver à la maison, pourquoi Bien pas. sûr, mais c'est dans la logique des éditions précédentes. Finalement, l'année dernière, il y avait Unitri qu'on avait vu, le robot chinois. Finalement, c'était un robot qui était un automate et on mettait ce qu'on voulait à l'intérieur. On pouvait le convertir dans ce qu'on voulait. Et maintenant, on a des robots qui ont des missions, qui ont des tâches, qui sont capables de faire des choses à la maison, qui sont capables de senser dans toutes les tâches domestiques qu'on pourrait lui confier. Et là, apparemment, cette année, on en a vu un petit aperçu. Il va y avoir du LG, gros acteur d'électroménager coréen, qui va présenter son propre humanoïde. Et dans ce cas-là, on change complètement de dimension. Si LG est capable d'en livrer un peu de partout dans le monde, là, on va avoir une vraie adoption. La courbe d'adoption va exploser. Donc, alors, il y a quand même eu quelques petites moqueries concernant le robot d'LG. C'est-à-dire qu'il fait des trucs, mais il est méga lent. Mais est-ce qu'on part pas du principe que c'est un peu comme les robots aspirateurs, on le lance quand on n'est pas chez la soi? machine, en fait, il lui faut une journée, quoi. Ouais, c'est la vitesse d'un adolescent. Ouais. Un adolescent qui vient de se réveiller, si Oui. tu veux. Oui, il va falloir le former en fait. Mais tu l'as vu en démo vraiment J'ai ou pas pas encore vu en On démo, a vu mais des vidéos. le stand de LG va ouvrir aujourd'hui. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir en démonstration et il faut laisser sa chance au produit, on va dire. Ouais. Oui, puis il est sur roulette, je crois. Il est sur roulette. C'est amusant de voir les stratégies des fabricants de robots. Un petit robot chez Hyundai là, que je vais aller voir aussi dans les jours qui viennent, qui est un petit robot bipède qui ressemble, vous savez, ces vaisseaux de Star Wars, là, les vaisseaux de guerre là, qui avancent sur deux pattes, avec en haut il y a la tourelle. Eh bien, c'est un peu ce style-là. Alors, c'est beaucoup plus petit évidemment, mais ça, eux, ils ont ce style-là. Alors, après, il faut voir pour quel usage. Il a une tourelle aussi, il a une petite mitraillette. Alors, je sais pas, et peut-être qu'il poursuit les animaux ou les souris dans la maison, mais je sais pas quel est projeter les l'usage produits vraiment. nettoyants. Non, Faut pas qu'il se trompe avec le chat. Oui, qui finissent pas le chat. Mais voilà, oui, on voit apparaître ces robots. Et alors, ce qui est nouveau aussi dans cette édition de salon, c'est que ces robots, on leur met de l'IA générative aussi à l'intérieur. Évidemment, ils vont apprendre au fil du temps, mais on va pouvoir dialoguer avec eux. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est cette IA générative embarquée. Alors, Jensen Huang l'appelle l'IA, la physical AI, l'IA physique. Hein. Et ça aussi, c'est un peu plus nouveau cette année. C'est ce qui est en train de se répandre. Est-ce qu'il y a d'autres robots qui sont présentés ici Sûrement. Je pense qu'il y aura des petites startups ou des entreprises chinoises un peu inconnues qui vont peut-être faire un coup d'éclat avec un robot humanoïde. Je pense qu'il y en aura sûrement. Et peut-être qu'il y en aura aussi peut-être du côté de Disney. Parce que Disney a une division robotique. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une grosse surprise du côté de Disney qui tient une conférence à Las Vegas cette semaine. Demain, tiens. Demain, je ferai un point là-dessus. C'est vrai que ça serait intéressant d'avoir des robots Disney parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les robots arrivent chez Disney, notamment chez Disneyland. Vous savez le petit bonhomme de neige qu'il y a dans La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Fred, tu pourrais m'aider, c'est ton dessin animé préféré quand même. Je peux chanter là-dessus. Et en fait, c'est un petit robot. Léa, il s'appelle comment déjà? Olaf. Voilà. Olaf. Et donc c'est un personnage qui n'existe pas, bien évidemment. Et donc, ils l'ont robotisé. Et quand il monte sur scène, et il va être à Paris, à Disneyland Paris, dans les semaines qui viennent, on a l'impression vraiment d'un personnage de dessin animé. Il est hyper fluide. Il a on va dire des réactions amusantes, etc. Donc, est-ce que c'est pas aussi pour Disney une voie toute tracée de faire vivre physiquement des personnages qui n'existent pas finalement, tu vois. C'est passionnant, tout ça. Et puis on reverra certainement, quand tu parlais de start-up qui développent des robots, on avait vu cette start-up américaine l'année dernière qui postait des robots avec du latex. Enfin voilà, il y a certains robots dont les usages compagnons, on va dire, voilà. De confort. Exactement. J'aime bien. Je voudrais un robot compagnon de confort, s'il vous plaît. Ou de soutien psychologique, tu sais, tu peux en avoir aussi. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, si vous voulez. Non, mais rappelez-vous, hein, on trouvera des images et on ira en filmer des nouveaux certainement. Bah, c'est clair. Bon, on a parlé tout à l'heure de nos amis chinois qui, j'ai l'impression, reviennent en force cette année. Autant l'année dernière et les années précédentes, ils se faisaient plutôt discrets. Là, j'ai l'impression, Fred et Damien, qu'il y en a beaucoup plus que les années précédentes. Je pense que déjà, ils ont moins peur effectivement des tarifs douaniers. Ça s'est un peu éloigné tout ça. Mais surtout, je pense qu'ils sont aussi arrivés à une saturation de leur propre marché. Donc, ils cherchent des débouchés pour toute leur technologie. Je pense que ça va être aussi le cas des humanoïdes, parce qu'ils arrivent à en vendre chez eux. Ils commencent à faire des choses extrêmement pointues. Mais à un moment, ils vont devoir trouver des débouchés à l'international. Donc, ils viennent essayer de trouver des acheteurs ici.
Ok. Bon, on verra. Bon, de toute façon, là, c'est le premier jour de ce CES. Autant vous dire que tout ça est très, très frais. Et on aura évidemment encore plus d'analyses à vous donner dès demain. Dans l'actu aussi, il y a nos startups françaises qui sont, on va dire, un peu plus discrètes que les années précédentes, Fred. On se souvient de l'avant-Covid en 2019-2020 où on avait 200, 300 startups. C'était même un sujet un peu de moquerie parce qu'il y avait tout et n'importe quoi. Oui. Là, franchement, on a redescendu la jauge, mais vraiment, elle est descendue. On est à quoi, 80 startups, je crois? Oui, 80 startups environ, on les voit. Si vous tu as ce chiffre aussi, Damien? Je crois que c'est à peu près ça, mais surtout des startups qui ont maintenant arrêté un peu les produits loufoques, qui sont quasiment dédiés uniquement à je vous rappelle quand même qu'il y a 3 ans, on avait la patate connectée. La patate connectée, je ne sais pas si vous en souvenez. Et ils ont bien réussi leur effet, on s'en rappelle. Ouais. Ça, c'est... Non, si vous regardez en télévision, on a le pavillon français qui est juste derrière nous. Oui. C'est vrai qu'on avait des régions aussi, la région Sud qui venait, la région Île-de-France, la région Nord aussi qui venait avec certaines de leurs startups. Mais là aujourd'hui, forcément, l'équation économique fait que ça coûte quand même cher de venir ici. Ça coûte quand même cher aussi de trouver les bons partenariats, parce que c'est ça aussi. Ils ne viennent pas ici juste pour montrer un pavillon français, ils viennent pour chercher des partenaires. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué quand même de trouver des débouchés sur le marché américain. Sans compter le contexte géopolitique et le contexte politique intérieur français. Et les réductions budgétaires, parce que c'est souvent les régions qui payent, et à un moment, elles commencent à regarder leurs sous, et là, c'est pas très compliqué de ramener des gens à Las Vegas. Même s'il y a des régions quand même qui sont présentes. Je crois que la région Aquitaine est là, enfin, il y en a quand même pas mal. Alors, vous avez vu des images d'illustration des allées de la French Tech qui sont vides. C'est pas parce que les Français sont pas venus, c'est que en fait c'est pas encore ouvert. Au moment où on a fait ces images, le salon n'était pas ouvert. Ils sont encore en train de monter les stands, ils sont en train de s'activer. C'est vrai que ça faisait un peu désert, etc. Mais ils vont arriver, vous inquiétez pas. Parmi toutes les startups nouvelles, bien sûr, il y a pas mal de choses liées à la santé. Et tu as repéré pour nous un petit boîtier hyper ingénieux qu'un Français a développé. Oui, on a eu la chance d'aller aussi à Sunvel, qui est un peu un avant-goût de ce qui va se passer sur le salon. Et il y a cette start-up française qui s'appelle Allergen Alert, en bon français, et qui a développé un petit dispositif pour pouvoir vérifier, détecter s'il y a un allergène dans un produit qu'on va consommer dans un restaurant. Ça a été créé par une start-up de la région lyonnaise. Sa dirigeante a eu la mauvaise expérience de retrouver sa fille aux urgences après avoir été intoxiquée par du lait qui était dans un produit qui n'était pas référencé dans un restaurant. Et du coup, elle a créé cette technologie-là en se basant sur les travaux du laboratoire Biomérieux. Et elle a réussi à faire un petit dispositif portable qu'elle va vendre dans la restauration, dans les parcs d'attractions. Il y a plusieurs débouchés possibles et ça a l'air d'être assez intéressant parce qu'on va juste prendre un petit extrait de ce qu'on a devant soi, le passer dans l'appareil et en quelques minutes on a le résultat, savoir s'il y a du gluten, un allergène en particulier, que ça peut être de l'arachide ou d'autres allergènes problématiques qui peuvent emmener des gens à l'hôpital. Donc là vraiment c'est une question de santé publique et il y a un vrai débouché et je pense que les Américains, en tout cas les médias américains ont adoré. Il y a une couverture médiatique, ils ont bien réussi en fait leur effet. En plus, ça concerne des millions de gens. En fait, il y a des millions de gens qui sont allergiques à des substances. À tout, et même pas des substances qui sont mortelles, mais rien que le gluten, il y a plein de gens qui découvrent tardivement qu'ils ont une allergie au gluten. Bien sûr. Ils peuvent plus aller au restaurant, ils sont toujours en train de regarder le menu, mais ils sont dans le doute. Ils peuvent pas se permettre de prendre un dessert au cas où s'il y avait une présence de gluten ou d'arachide. Là, ça permet de lever le doute de manière définitive avec un moyen purement scientifique. On est quand même innovant, Fred. On présente des choses que les autres ne présentent pas. Oui, on a pas mal d'innovations. On n'a pas parlé de WeSings. On recevra une porte-parole de WeSings qui présente une nouveauté ici sur un système de longévité humaine, on va dire. Une balance. Une balance qui va très très loin dans l'analyse de vos constantes vitales en fait, mais c'est cool. Enfin, on voit qu'on a quand même de bonnes idées. On sait déjà qu'on a les compétences, on le dit tout le temps, on a des bons ingénieurs, on a qui ont dit. Et puis là, je trouve qu'on apprend, mais c'est peut-être ça qui est pas mal. Tu dis, il y a moins de startups et on a des startups beaucoup plus ciblées qui arrivent avec des vrais produits. Voilà, typiquement le produit allergène. Je pense aussi à une société qui est un peu franco-américaine qui s'appelle Avatar Medical, qui fait une représentation 3D du cerveau à partir des photos d'IRM. On sait que l'IRM, c'est des tranches
tranche que l'on prend, lui reconstitue tout ça et ensuite ça permet soit à un médecin, mais ça permet aussi à un médecin de rassurer ses patients, de leur dire là ils m'ont montré un exemple sur une tumeur dans le cerveau et on montre exactement par où ils vont passer pour pas abîmer les différents vaisseaux et tout ça. C'est hyper innovant, hyper intéressant et surtout ce sont des choses qui avant prenaient 6 semaines, 2 mois peut-être pour reconstituer tout ça. Là en quelques minutes, hop, on reconstitue à partir de l'IRM, on reconstitue le cerveau. Donc voilà ça. Et on est plutôt bon dans ce domaine. Après, côté insolite, il y avait des choses assez rigolotes à cet unveil. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, il y a une folie des robots tennis. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, il y en a plusieurs modèles, effectivement. Il y a le coach de tennis à l'IA. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait, on en a vu quoi, 2-3 en fait, au moins, de marques différentes. Des robots qui vous renvoient les balles. Ouais. Alors, c'est pas des robots humanoïdes, hein. C'est des espèces de machines qu'on connaît depuis la nuit des temps, en fait. Vrai. Sauf que celles-ci sont plus intelligentes. Elles vont pouvoir adapter votre jeu, s'adapter à votre jeu, mieux renvoyer la balle par rapport au revers, au coup droit, etc. Enfin, et bien évidemment aussi analyser votre jeu. C'est assez rigolo. Et puis toujours la folie des robots aspirateurs, des robots piscines. Des robots tondeuses. Des robots tondeuses. Oui. Tout type d'objet aussi pour les animaux. Ça m'a oui, c'est vrai. La pet tech. La pet tech cartonne. Je ne sais pas si ça marche bien, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'idées dans ce domaine. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'autres trucs sympas? J'ai vu un objet un peu improbable. C'est un couteau hypersonique. Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là. C'est une belle lame japonaise et en fait... Quand tu coupes, ça fait le bruit du Concorde. Il va vibrer. Apparemment, il y a 30 000 vibrations à la seconde. Je ne sais pas comment c'est possible, mais un ingénieur nous le dira peut-être. Mais en gros, ça va tailler plus facilement dans votre carotte, dans ce que vous essayez de couper. C'est comme s'il était super aiguisé en fait. Ouais, il est non seulement super aiguisé, mais en plus il va vibrer et du coup ça fait des micro-vibrations qui vont couper. Voilà. Ça a l'air révolutionnaire. Pour la modique somme de 329 €. Ah ben voilà. Je pense que c'est l'innovation à retenir du CES 2026. Je pense, On est d'accord? Oui. Bon voilà. Fred? Non, moi, on parlait des petits, il y a les très gros qui sont là aussi. On a eu la chance d'aller voir Samsung aussi qui a montré, parce qu'évidemment le salon du CES ne serait rien sans des innovations dans les écrans TV, les écrans transparents, tout ça. Alors n'en dit pas tout, Guillaume Roux qui est le patron de Samsung est juste derrière nous. D'une nouvelle technologie qui s'appelle micro RGB qui permet une meilleure luminosité. Ça c'est toujours impressionnant, on voit des écrans toujours plus grands mais avec une précision. Enfin voilà, il y a plein d'innovations. Moi je me demandais toujours, je dis mais une télé ça reste une télé. Les prix vont baisser, on aura une meilleure qualité, mais voilà. Et on voit toute l'innovation et puis d'IA donc pour faire fonctionner cet écran, mais aussi toute l'innovation du service offert pour le téléspectateur. Et là, je trouve qu'il y a pas mal de choses à raconter. Eh bien, on en parle dans un instant. Voilà, on va attaquer une demi-heure spéciale télé avec le patron France de Samsung. Et puis juste après, on fera un focus sur un acteur chinois qui prend de l'ampleur, c'est Hisense. Et on recevra le président Europe d'Hisense qui sera avec nous, Rémi Journet. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne depuis le CES de Las Vegas. C'est notre première journée. On est très heureux d'être avec vous depuis ce CES. A tout de suite, on revient dans un instant, juste après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne depuis le CES de Las Vegas sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente émission spéciale Tech & Co, la quotidienne depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne. Nous sommes toujours au CES de Las Vegas. Nous serons ici dans le plus grand salon tech au monde tout au long de cette semaine. 19h30, 21h à la radio, à la télé, et puis bien sûr tout au long de la journée, dans tous les journaux, avec tous nos journalistes, nos envoyés spéciaux qui sont là. Il y a évidemment Tony Morel, Frédéric Simotel, Léa Benaïm, Mélinda Davansoulas, pour vous faire vivre donc ce grand salon, à retrouver aussi sur la plateforme Tech & Co. On va parler télé parce que depuis la nuit des temps, en fait, le CES c'est la vitrine de la télé, en fait. Et la plupart des constructeurs de télé annoncent leurs nouveautés et leurs exclusivités au CES de Las Vegas. C'est forcément le cas aussi de Samsung. Et j'accueille Guillaume Roux. Bonsoir Guillaume. Bonsoir François. Merci d'être là, vice-président Samsung France Électronique. Je le disais, rendez-vous incontournable pour Samsung d'être présent au CES, même si cette année, Guillaume, la configuration a un petit peu changé. Samsung est présent, mais en dehors du Convention Center, en fait, des lieux physiques du salon.
Tout à fait. Donc cette année, on n'est plus au Convention Center. On a un centre dédié beaucoup plus grand, plus premium, qui explique mieux en détail les nouveautés produits et les services associés, puisqu'on voit beaucoup d'intelligence artificielle, donc on peut en faire les démonstrations. Et c'est un moment plus privilégié pour les journalistes, avec qui on passe plus de temps pour expliquer l'ensemble de nos innovations. Qui vient au CES? Les journalistes, bien sûr. Alors en priorité, évidemment, les journalistes, les influenceurs Du monde de plus entier. en plus, du monde entier. Tous les pays viennent justement visiter le CES. Donc pour nous, c'est un hub pour rencontrer toutes les populations et tous les marchés. Donc les influenceurs. Est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas moi, les patrons des grands magasins de tech qui viennent faire le déplacement ici Tout à pour fait. voir les nouveautés? Tout à fait, on le fait en 2 temps. Une partie dédiée au journalisme, à l'influence, de dimanche à aujourd'hui, mardi. Et ensuite, le CES commence avec quelques clients français, mais des clients internationaux qui viennent visiter le CES et spécifiquement notre espace. Et hier, on avait par exemple Best Buy qui a visité avec son CEO l'ensemble de nos produits. C'est toujours un rendez-vous incontournable, le CES, ou est-ce qu'il perd en influence, à votre avis? Comme tu l'as dit juste avant, en fait, le CES, c'est l'innovation. Et chaque année, en fait, dans le monde de la télé, on innove, on lance des nouvelles gammes à partir de mars-avril. Donc c'est important d'informer l'ensemble de la presse, de l'ensemble de nos technologies, de nos innovations et de nos usages pour être prêt pour le lancement sur mars-avril. Alors justement, on va parler télé. Il n'y a pas que les télés. Cette année, on va évoquer l'électroménager, pas mal de choses, l'intelligence artificielle. Mais les télés, est-ce qu'il y a une rupture en termes de qualité d'image cette année que vous présentez au CES? Alors oui, pour nous c'est un CES très important puisque en 2026 nous allons fêter notre anniversaire de 20 ans de leadership mondial sur la télé. Depuis 2006, on a vendu 830 millions de télés dans le monde. Donc on va célébrer ça en 2026 grâce notamment à l'arrivée d'une nouvelle technologie avec le micro RGB. Donc c'est une technologie de rétroéclairage. Voilà, pardon, et de rétroéclairage. D'accord. Mais justement, En fait, ce sont des petits points qui s'allument, c'est ça? C'est Comment ça, marche c'est juste des micro LED rouge, vert, bleu Oui. sur lequel on passe une lumière blanche et donc on restitue 100% de la couleur sur l'écran. Et donc on a un espace colorimétrique presque parfait. On peut dire que c'est la meilleure qualité d'image en termes de couleur pour les grands écrans, là où l'OLED commence à avoir du mal à se développer dans les très grandes tailles. Donc au-dessus de 83 pouces, c'est difficile d'avoir de l'OLED parce que ça coûte très cher. Et là, on présente 2 gammes entre le 55 et le 130 pouces en micro RGB disponibles à partir de mars 2026. Donc technologie très haut de gamme. Pas forcément très haut de gamme, sauf que c'est du rétroéclairage, donc c'est basique, on connaît. Mais D'accord. c'est juste la taille du LED qui est microscopique. Mais ça coûtera moins cher que l'OLED. Ce sera au même niveau que le LED. On aura plusieurs gammes, mais nous on est dans le micro RGB, donc des LED microscopiques, et d'autres constructeurs font du mini LED, donc moins gros, donc moins d'espace colorimétrique. Guillaume, est-ce que c'est pas un peu compliqué d'expliquer tout ça aux consommateurs en fait, finalement, qui veulent une télé qui marche et qui a une belle image? L'OLED, le micro LED, donc micro RGB, des acronymes comme ça, il y en a eu des tonnes. Est-ce que c'est vraiment ce que les gens recherchent finalement, au-delà d'une belle image? Le premier critère d'achat, c'est la qualité d'image. Aujourd'hui, on dit que la meilleure qualité d'image, c'est l'OLED. Pourquoi? Parce que le pixel s'allume et s'éteint. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le noir, le pixel est éteint, c'est le noir absolu. Donc vous avez la meilleure qualité avec d'image. des contrastes infinis. Quand vous êtes dans le noir, vous avez un effet waouh. Mais quand votre téléviseur, toujours plus grand, et arrive dans votre salon avec des baies vitrées, avec des choses comme ça, en fait, l'OLED est un miroir. Et il faut trouver une alternative A. Et donc nous, Samsung, avec le rétroéclairage, on arrive à avoir des tailles beaucoup plus grandes. Et on est les seuls aujourd'hui à avoir un filtre anti-reflet qui nous permet justement de voir la meilleure qualité d'image sans avoir les reflets, de la lumière ou des ampoules ou des choses comme ça. Donc on a besoin de ça. Donc ça, c'est ça. En gros, il y a 2 vraiment technologies, l'auto-émissif et le rétroéclairage. Donc aujourd'hui, micro RGB, OLED. Voilà. Et puis après, toutes les technologies, on va dire plus... Après, on a le mini LED, on a le QLED, on a l'UHD. Qui reste là. Voilà, qui reste là, mais qui sont des marchés quand même qui sont en décroissance. L'UHD, cette année, en France, en 2025, il a fait moins 30. Donc on se rend compte que la technologie évolue, prend plus de poids dans le mini LED, le micro RGB, on va le faire, et dans l'OLED. L'OLED fait à peu près 25% du marché et il monte à 32-33 pendant le Black Friday. Donc c'est des produits plutôt premium qui sont demandés par le consommateur. Alors ça c'est pour les technologies d'image. Tout ça arrive en plus assez rapidement, en France aussi. Tout à fait, à partir de mars prochain, tout ce que le micro RGB arrivera en France. On a déjà des ordres de prix ou pas pour ces technologies? Alors on a lancé un premier micro RGB 115 pouces
On est les premiers à l'avoir fait sur la fin d'année 2025 et on vendait le 115 pouces aux alentours de 30 000 €. Ah oui, vous avez donc vendu ce produit alors qu'il n'était pas encore annoncé au CES. C'est ça. C'est dingue C'est ça, ça. c'est ça. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là, on présente des gammes du 55 pouces au 130 pouces. 130 Donc pouces. on va démocratiser l'offre et ça va devenir un produit achetable pour chez soi. Il y a des gens qui achètent du 130 pouces. Oui, on en a vendu on a vendu du 115 pouces sur la fin d'année. Ouais. 130 pouces, c'est quand même très grand. C'est quand même très très grand. Mais il y a toujours cet effet waouh d'immersion avec un télé grande taille. La Coupe du Monde de foot sur le deuxième trimestre en 2026 donne une appétence à vouloir changer son téléviseur, un téléviseur toujours plus grand. C'est un rendez-vous important, ça, pour les constructeurs de télé, non? Très important, puisque là, on est sur un marché mature. Donc un marché où il y a plus d'une télé par foyer à peu près en France. Donc le renouvellement se fait quand il y a une raison qu'on estime nécessaire. Les Coupes du Monde de foot, c'est une raison pour. Et on va vers la très grande taille. Donc en 2026, le marché va être flat, mais on en pense une progression à 2 chiffres sur le deuxième trimestre pour la Coupe du Monde. Malgré tout, Guillaume Rault, ce marché est chahuté pour une raison toute simple, c'est la pénurie de composants de mémoire. On en parlait hier. Vous me disiez que ce type en fait, tous les produits high-tech et notamment les télés, il faut s'attendre à une augmentation mécanique du prix de ces téléviseurs. Tout à fait. Alors il y a 3 fabricants dans le monde qui font des puces de mémoire, notamment le RAM ou le NAND. Et aujourd'hui, Samsung, c'est un tiers du marché. Ce qui est important, c'est que ça va commencer par les ordinateurs portables, les tablettes, la téléphonie, où nous sommes nous-mêmes touchés, et maintenant la télé, puisque dans chaque puce, microprocesseur dans les téléviseurs, on a de la RAM. Donc, dans la transition des nouvelles et des anciennes gammes, on va avoir un impact sur la pénurie et sur le prix. Alors, pénurie portée par l'intelligence artificielle, il faut l'expliquer. Tout à fait. Donc, les fabricants de puces ont décidé d'envoyer... De privilégier les data centers qui fabriquent de l'IA. Exactement. Au détriment des particuliers, enfin en tout cas des industriels qui fabriquent des télés. En fait, tous les produits Samsung aujourd'hui profitent de l'intelligence artificielle. On le montre aussi pendant au CES. Aujourd'hui, on arrive à des fonctionnalités d'assistants, donc l'intelligence artificielle compagnon, où on a Perplexity, Copilot ou l'IA de Samsung qui permet d'améliorer l'usage. On va en parler. Télévisuelle. On va en parler dans un instant, mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Donc, je vais acheter ma télé là pour regarder le foot l'été prochain. Je vais payer ma télé plus cher. Le coût du chipset, de la mémoire, oui, RAM va coûter plus cher. Donc, on arrive à l'évaluer, ce coût supplémentaire? Aujourd'hui, dans les premiers forecasts sur la demande qu'on a sur le deuxième trimestre, on est à peu près à 10% plus cher que l'actuel. Ok, donc une télé qui coûte 1 000 € sera 100 € de plus. Ah quand même, c'est pas anodin. Ouais. Hein. Alors peut-être que sur les produits plus entrée de gamme, on va réduire un petit peu, ça sera peut-être entre 8 et 12, mais il va y avoir un impact de toute façon sur les prix. Avec l'impact sur la mémoire. Rappelons que vous êtes vice-président Samsung France Électronique, vous vous occupez des télés, mais d'une manière générale, vous représentez toute l'entité Samsung. Ça veut dire que les téléphones aussi vont augmenter. Tout à fait. Enfin voilà, Tout à fait. C'est logique, puisqu'il y a de la mémoire aussi à l'intérieur. Voilà. On parlait d'intelligence artificielle. C'est intéressant de voir que la télé n'est pas qu'un endroit en tout cas un écran qu'on regarde pour se divertir. Ça devient aussi, car elles sont connectées, des hubs pour poser des questions, pour avoir des renseignements. Et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de l'IA dans ces télés. On peut interroger sa télé comme on interroge son téléphone ou son ordinateur. Exactement. On a plusieurs couches d'IA. La première couche, c'est pour améliorer l'expérience télévisuelle du téléviseur. Donc, c'est du machine learning qu'on avait pour améliorer l'upscaling. Après, on arrive à avoir, avec l'intelligence artificielle, l'assistant du divertissement. Donc, vous regardez un match de foot, vous pouvez aujourd'hui poser des questions à l'IA et donc vous donner un pronostic, vous donner l'histoire des équipes, etc. Donc, il peut y avoir l'IA qui vous aide à avoir plus d'informations avec le contenu télévisuel que vous regardez. Et maintenant, on passe dans une autre ère, c'est-à-dire qu'on se décorrèle totalement de l'expérience télévisuelle et on pose des questions comme vous le proposez à vous, si vous avez Copilot sur votre téléphone ou ChatGPT ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous pensez que ça va être naturel de parler à sa télé? On parle bien à son téléphone. Oui, mais on parle à son téléphone parce que c'est vraiment un produit, on va dire, intime, qui est ou connecté à ses oreillettes, etc. On peut imaginer de parler à sa télé parce qu'on est sur le canapé, tiens, on se pose une question, on la pose, quoi. Ça devient très naturel quand la question que vous posez est liée au contenu que vous regardez. Donc on a sur nos téléviseurs Bixby, notre assistant vocal, où il suffit de presser une touche intelligence artificielle et vous interagissez avec votre téléviseur.
Donc quel est le pronostic de ce match de foot dans 2 heures? Et vous avez plein de choses comme ça. Mais on peut sortir de la catégorie divertissement. Alors, on peut lui demander, tiens, j'ai envie d'aller manger une pizza autour de chez moi, donne-moi les meilleures adresses. Aujourd'hui, dans notre hub IA, qui est complètement décorrélé de l'expérience télévisuelle, comme vous disiez, et en fait, on a Copilot et Perplexity. Vous choisissez l'un des deux en fonction de la sensibilité par rapport à vos questions. Et donc, vous lui posez tout ce que vous voulez. Donc, et vous devenez... Copilot Microsoft. C'est ça. Donc, ChatGPT. Et derrière, Perplexity, qui est un moteur de recherche boosté à l'IA qui est assez bluffant aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc, vous lui posez toutes les questions, vous interagissez avec votre téléviseur, vous discutez, il apprend de vous, il vous recommande, et comme ça, vous évoluez. Mais on n'a pas que Perplexity et Copilot. Si vous regardez l'électroménager et le Family Hub qu'on a présenté, Gemini maintenant intègre ces téléviseurs. Donc il y a de Google, Gemini, voilà, pour justement, dans le Family Hub, c'est pour reconnaître les produits que vous mettez dans le frigo et que vous enlevez. Et bien là, avec Gemini, vous arrivez à reconnaître 100% des produits que vous mettez dans votre frigo, alors qu'avant, on était limité aux produits frais. Le frigo connecté, c'est un fantasme. On en a parlé, ça fait 10 ans qu'on en parle, voire plus. Qu'est-ce qui se passe là? L'IA va peut-être redorer un peu le blason de ces frigos connectés qui ne faisaient pas l'unanimité, on est d'accord, Guillaume. C'était de très beaux objets, assez coûteux, mais qui n'avaient pas véritablement d'intérêt. Là, vous pensez que ça va changer avec ce qui se passe avec l'IA? Alors totalement, puisque ça fait presque 10 ans, 7 ans qu'on fait aujourd'hui du Family Hub, donc ce format. Donc rappelons-le, c'est ce frigo américain, voilà, en avec 4 un écran LCD, à peu près 32 pouces pour les US. Aujourd'hui, vous pouviez avoir des widgets, des informations, des photos. Et donc, on a présenté il y a 1 an ou même il y a 2 ans au CES le fait qu'on a une caméra intégrée et avec l'intelligence artificielle Samsung, vous reconnaissiez les produits frais, jusqu'à 37 produits. Et automatiquement, on mettait une date de péremption à 2-3 jours sur le produit que vous mettiez. Mais on n'arrivait pas à couvrir l'ensemble des produits que vous mettez dans votre frigidaire. Donc, des canettes, des yaourts. Avec Gemini, vous êtes capable maintenant d'identifier 100%. Parce qu'en fait, avec Google Lens, il voit ce que vous mettez. Vous mettez des yaourts Yoplait, il va savoir que c'est des Yoplait, quoi. Voilà. Donc, à la fin de la semaine, il peut vous dire combien de produits vous avez consommés, combien de produits il vous manque pour tenir la semaine d'après. Parce qu'il va voir que je les prends. Voilà. Aussi. Il va faire -1. Il fait l'inventaire en fait permanent de l'intérieur de votre frigo. Et après, il vous propose une shopping list ou de vous le faire livrer directement chez vous en automatique. Parce que ça serait le top. C'est-à-dire qu'il détecte qu'il ne reste plus qu'un yaourt. Moi, je n'ai pas le temps d'aller faire les courses. Il recommande des yaourts supplémentaires. Et ça marche aux US avec Instacart, où aujourd'hui, ça commande automatiquement. Et ça vous livre dans les 1 ou 2 jours. Donc, ça montre bien que l'usage commence à prendre vraiment le pas avec l'intelligence artificielle sur l'ensemble des produits électroniques grand public connectés. Et nous, avec l'écosystème que nous avons, extrêmement important, ça a du sens. En revanche, il n'y a pas les dates de péremption. Ça va, voilà, tout à fait. Ça va arriver, ça. Je pense que ça va arriver. Ça va tellement vite que ça va arriver. Et il vous propose des recettes en fonction des produits que vous avez dans votre frigo. Et si automatiquement les produits frais, il vous met 2-3 jours, il vous propose d'utiliser ces produits pour faire des recettes. Donc c'est quand même malin. Ça arrive en France aussi. Exactement, pareil. Mais il faut trouver le partenaire pour que tout ça puisse être connecté avec le réfrigérateur. Alors aux États-Unis, ils le font avec Instacart. Oui, c'est ce que vous disiez, mais en France... Google, avec Amazon aussi, ils l'ont fait. En France, je teste, je lance certains plutôt hypermarchés. Oui, la grande distri. Voilà, la grande distribution, d'essayer dans ce sens-là parce que ça a un vrai sens. Bon, on est en discussion. Voilà pour les nouveautés. Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous invite à regarder toutes les vidéos qu'on a pu faire avec la rédaction de Tech & Co sur la plateforme de Tech & Co. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, François. Guillaume Roux, vice-président Samsung France Électronique. Autre constructeur, on évoquait l'arrivée en force des Chinois. Bien, dans un instant, c'est Hisense qui va nous présenter ses nouveautés. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, après la Corée et Samsung, place maintenant à un acteur important dans le monde de la télé, mais aussi de l'électroménager, c'est Hisense, qui évidemment fait le show ici aussi, au CES. Et j'accueille avec plaisir Rémi Journet. Bonsoir Rémi. Bonsoir François, ravi d'être là. Vous êtes directeur général de Hisense France. Oui. Avant de rentrer dans le détail, un mot sur Hisense, qui est une société donc chinoise, que les Français commencent à connaître, mais qui n'a pas, on va dire, la popularité des grands ténors en fait de la tech. Est-ce que vous pouvez nous présenter Hisense et Bien sûr. ce que ça représente en Chine aussi? Oui.
Alors, Hisense, tout d'abord, est un grand groupe international industriel présent sur les métiers de l'électronique grand public avec des positions très fortes, notamment en télé et en gros électroménager. En Chine, c'est tout simplement le leader maintenant en télé volume valeur depuis plus de 20 ans. Donc c'est la marque numéro 1, premium. Devant tous les autres. Devant tous les autres et depuis 20 ans. Donc c'est vraiment la marque. En électroménager, on est le deuxième fabricant en Chine mondial de réfrigérateurs. Et on est passé depuis juin, premier en France sur le marché des réfrigérateurs. Et l'Europe est un marché... Alors l'Europe est un marché très important, de plus de 5 milliards de dollars sur 30 milliards de dollars développés dans le groupe. Et la France, bien sûr, est un des 3 plus gros pays pour Hisense en Europe, avec une très belle performance, puisqu'on a commencé maintenant il y a seulement 11 ans, en partant de zéro, et en étant sponsor notamment de la Coupe du Monde de foot et de l'Euro de foot avant, maintenant, depuis 5 compétitions. La marque est de plus en plus connue. J'ai calculé, on a vendu plus de 7 millions de produits en France avec la marque Hisense. C'est le meilleur ambassadeur pour faire connaître effectivement cette marque, qui est en France un peu moins connue que les autres, à tort, et on va veiller à la démocratiser rapidement. C'est compliqué de faire connaître une marque et de lui façonner aussi une image, parce que au-delà du fait de connaître le mot Hisense, il faut que cette marque s'associe à quelque chose en fait. Alors c'est très compliqué et c'est passionnant. C'est pour ça que j'ai choisi ce challenge. Donc j'ai monté avec quelques personnes Hisense France il y a maintenant 11 ans. On est parti de zéro dans des marchés matures, voire en légère décroissance. Et ultra concurrentiel. Donc ultra concurrentiel, donc il y a des barrières à l'entrée qui sont colossales dans la distribution, dans les marques concurrentes. Et je suis très fier du résultat, puisque maintenant, 10 ans après, on vend plus d'une télé sur 10 en France, plus d'un réfrigérateur sur 10. On représente la moitié également des vidéoprojecteurs laser, ce qu'on appelle les UST. On va en parler tout à l'heure parce que vous lancez des nouveautés là. Et on commence à avoir une notoriété, notamment grâce au foot, assez importante. Le foot, année 2026, importante. Alors aussi. Année 2026, donc on est sponsor officiel de la Coupe du Monde de foot. On a été la première marque chinoise à être sponsor de l'UEFA en 2016. C'est génial pour la marque, puisque pendant plus d'un mois, on a minimum 8 minutes d'affichage en bandeau sur les stades avec la marque. Et inconsciemment, les gens vont voir la marque, c'est ça qui est intéressant. Les gens vont voir la marque, ils vont googliser, parce qu'ils s'ils ne connaissent pas, ils vont googliser, donc ils tombent sur notre site, on renvoie sur les revendeurs. Donc c'est vrai que c'est un moment magique pour la marque. On a également cette année, on est sponsor de la VAR, donc on verra la marque sur la VAR. On a également tous les écrans géants dans les stades. Donc c'est vraiment un moment, c'est notre moment, c'est magique pour la marque. Juste un petit clin d'œil sur votre parcours, Rémi. Donc vous disiez, ça fait 11 ans que vous êtes chez Hisense. Ce qui est intéressant, c'est que les marques chinoises donc sont en pleine veulent conquérir un peu les marchés européens, voire même pour certains américains. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que en général, les Chinois s'adossent à, on va dire, un représentant local. Par exemple, en France, souvent dans ces marques-là, même en Corée, il y a un responsable français et un responsable ou chinois ou coréen. C'est intéressant parce que vous n'êtes pas dans ce schéma-là. En fait, la Chine vous fait tellement confiance que vous êtes PDG d'Hisense. Exactement, voilà. Donc c'est rarissime comme... Alors, on est 4 dans le monde comme ça, non chinois, à être PDG d'une filiale, d'une SBU. C'est un grand honneur pour moi. Donc j'ai été nommé cette année, j'étais vice-président avant. Donc vous êtes PDG de quoi en fait? Alors je suis PDG de Hisense France sur toutes les activités. Donc télé, électroménager, on fait également de la clim. On est présent sur toutes les catégories, donc télé, barre de son, on va lancer du petit audio, bien sûr les vidéoprojecteurs laser. En électroménager, on est présent sur tout ce qui est réfrigérateur. On est passé numéro 1 depuis juin sur le marché français en réfrigérateur, donc ça j'en suis très fier. Donc réfrigérateur, congélateur, lave-linge également, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four. Ce qui est intéressant, c'est que au-delà évidemment de ce succès, c'est que l'humain est important. Finalement, Hisense vous fait confiance. Il vous donne les rênes, en fait, d'Hisense France. C'est une très belle aventure pour moi, je pense pour Hisense aussi, puisqu'ils me font confiance depuis le début. L'aventure est fantastique. Après 10 ans, on développe un chiffre en France de un peu moins de 400 millions d'euros, donc ça commence à être pas mal. Ils s'appuient sur les hommes, également les gens qui me font confiance sont les mêmes depuis le début. Donc Hisense, c'est une belle entreprise humaine.
dans laquelle il fait bon travailler. Alors les nouveautés de ce CES, Rémi, on en parlait tout à l'heure avec Guillaume Roux, que vous connaissez d'ailleurs, le patron de Samsung France. On est sur le RGB en fait. Alors chez Samsung c'est le micro RGB. Vous avez un autre nom pour cette même technologie, même si elle est un petit peu différente. Ça s'appelle le mini LED RGB, que vous avez lancé il y a un an, et que là vous faites évoluer avec le mini LED RGB Evo, c'est ça ? Exactement. Donc le mini LED RGB, c'est une nouvelle technologie. Donc pour rappel, avant, donc sur les LED classiques et sur les mini LED, on avait une diode bleue qui passait dans différents filtres pour afficher la couleur voulue. Avec le mini LED RGB comme rouge, vert, bleu en anglais, on a directement les 3 couleurs primaires sur le rétroéclairage. Donc on va gagner en efficacité, en colorimétrie, en précision des couleurs. On va également avoir moins de distorsion. On va avoir jusqu'à 40% de lumière bleue en moins, puisqu'on a directement les bonnes couleurs qui sont émises. Et on va avoir 30 à 40% d'économie d'énergie par rapport à des technos concurrentes. Ce qui est intéressant avec le mini LED RGB, c'est que Hisense, avant, était une marque suiveuse il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu une marque précurseur. On est en avance de phase. Donc, on a lancé le mini LED RGB il y a maintenant un an. On est rentré en production de masse il y a maintenant un an, notamment avec le 116 UX. Et cette année au CES, on présente en avant-première une évolution déjà du mini LED RGB qui va s'appeler le mini LED RGB Evo comme évolution, en rajoutant aux 3 couleurs primaires une 4e couleur qui est le bleu cyan, qui est une couleur très dure à faire sur les télés. Donc on va encore gagner en colorimétrie. On va atteindre plus de 100% du BT 2020. Concrètement, c'est ce que voit l'œil humain. Donc on est au-delà de ce que voit l'œil humain. Et on va avoir une colorimétrie juste parfaite, qui est la meilleure de toutes les technos d'affichage. Rémi, est-ce que les acheteurs de ces télévisions sont intéressés par tous ces acronymes finalement qui font des autocollants sur des télés? On ne comprend pas trop ce que c'est. Les gens s'intéressent à tout ça, en fait. Est-ce qu'ils veulent une télé jolie avec une image correcte? Les deux, mon cher François. Donc je pense que une partie de votre public dans votre émission va être sensible à ça, et le grand public va s'intéresser à la qualité de l'image. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, mais aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaise qualité d'image. Vous prenez une télé d'entrée de gamme, vous avez de la 4K, l'image est tout à fait correcte, en fait. Alors, est-ce qu'on ne va pas un peu pinailler en essayant de trouver toujours une nouvelle histoire à raconter? Alors, sincèrement, je ne pense pas, puisque effectivement, l'image s'est beaucoup améliorée dans les entrées de gamme. En revanche, et je vous invite à passer sur mon stand au CES, aujourd'hui, on va atteindre des qualités d'image avec le mini LED RGB Evo, vraiment impressionnantes. On dirait, clairement, la colorimétrie est parfaite, l'image n'est pas trop boostée. Grâce au mini LED, il y a une luminosité qui va monter jusqu'à 8000 nits, donc la télé est ultra lumineuse. Donc le véritable compliment, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est quand un consommateur va rentrer en magasin, il n'a pas besoin qu'on lui explique que c'est la meilleure télé, il va le voir. On a rajouté, grâce à notre partenariat avec De Vialet également, la marque française, un son De Vialet, Opéra de Paris, qui est leur label haut de gamme, sur toutes nos télés haut de gamme. Donc oui, François, la qualité se voit, et notamment avec cette techno-là. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous êtes très bon aussi dans tout ce qui est projection. Les passionnés de vidéoprojection parlent de plus en plus des projecteurs Hisense. Et là, justement, au CES, vous lancez de nouveaux produits. Alors, juste avant, parce que j'ai oublié de le dire quand même, le mini RGB, on le couple avec une dalle mat cette année. Ça, c'est une révolution. Il n'y a plus de reflets. Il n'y a plus de reflets, une dalle anti-reflet sur tous les produits haut de gamme. Donc ça, c'est les deux combinés, mini RGB plus dalle mat. Ça rend l'image juste parfaite. Et également, c'est important de le préciser, on va être les premiers à arriver sur des petites tailles d'écran, notamment du 55 pouces. Donc nos concurrents lancent la techno, mais nous, on est déjà en avance de phase et on va arriver sur des tailles grand public. Concernant la vidéoprojection, on est... C'est un marché qui progresse. Alors c'est un marché qui devient de plus en plus important. Il a progressé sur certains segments de plus de 30% cette année sur le marché français pour atteindre presque 100 000 unités. Donc ça commence à être un gros marché. Hisense est l'inventeur du laser, donc la techno laser sur les vidéoprojecteurs. On a segmenté les vidéoprojecteurs en 3. Laser télé avec un écran
ALR, donc anti-reflet fourni avec le module qui se met à 9 cm du mur. Ça, c'est nouveau aussi, pour remplacer la télé. Ça, c'est le projecteur à courte focale. Voilà, les projecteurs à courte focale. Donc, on a plus de 50% de part de marché sur ce segment-là. Et là, on va présenter, je vais en parler après, des innovations majeures. On a le laser cinéma, qui est un module, pareil, qui se met à une dizaine de centimètres du mur à la place de la télé, sans écran. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut projeter directement sur son mur blanc ou utiliser l'écran qu'on avait déjà acheté. Et le marché qui explose, c'est le marché des vidéoprojecteurs laser, qu'on appelait avant les smart mini projecteurs, donc des produits portables qu'on va pouvoir mettre partout dans la pièce et projeter jusqu'à 300 pouces, ce qui est colossal. Parfait pour aller dans la chambre des enfants, partir en voyage avec, etc. L'amener chez des copains pour un match de foot, projeter sur le mur de la maison à l'extérieur pour la finale de la Coupe du Monde l'an prochain. Mais c'est avant tout un produit ultra qualitatif. On va monter, donc les innovations qu'on présente sur le stand, c'est qu'on va monter maintenant jusqu'à 6000 ampsilumens. Pour info, les produits qu'il y a aujourd'hui, ils sont en 1300, 1600 ampsilumens. Donc ça va être ultra lumineux. C'est-à-dire qu'on peut projeter en pleine lumière du jour, on aura une qualité télé. On aura une qualité télé. On est en trichroma, donc pareil, on a 3 couleurs sur tous nos lasers. Là, on présente donc des produits en laser télé qui s'appellent le L9Q. Alors le L9Q sur le stand, donc c'est un produit qui va monter en 5500 ampsilumens, donc ultra lumineux, avec un son de Vialet Opéra de Paris. Un écran ALR de 150 pouces, c'est une première, donc avec une très très belle qualité cinéphile. On présente également le PX4 qui va monter à 3500 ampsilumens. Le PX4 va remplacer le PX3. Le PX3 était notre best-seller aujourd'hui, donc les spectateurs connaissent bien ce produit-là. Et on lance, c'est un produit magnifique, le XR10 en vidéoprojecteur laser portable qui va monter jusqu'à 6000 ampsilumens. C'est tout simplement le produit le plus lumineux sur le marché. Et il a un look en plus rétro qui va ressembler un petit peu à un appareil photo des années 1900 sur un trépied. Il ne faut plus cacher ce type de produit, maintenant il faut les montrer. Oui. Merci beaucoup Rémi, le temps passe, on n'a même pas le temps de parler de l'électroménager, mais vous savez quoi, vous reviendrez dans Tech & Co parce que c'est vrai que l'électroménager devient connecté aussi chez Hisense. On aura évidemment d'autres occasions pour en parler. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci Rémi François. Journet, donc directeur général de Hisense France. Merci. Et vous restez avec nous, petite pause et on revient, on va plonger un petit peu dans la French Tech avec Luchrome qu'on va découvrir. Julien Villeray sera là, le directeur de l'innovation chez EDF, nous fera son petit round-up de ce salon et on découvrira aussi SkinMed, une start-up dans la beauté. A tout de suite, on revient juste après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. BFM Business et Tech & Co présente émission spéciale Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas. François Sorel. Voilà, Tech & Co, la quotidienne. On attaque notre dernière demi-heure de cette première émission depuis le CES de Las Vegas, édition 2026. Une start-up française maintenant, bordelaise, qui a été récompensée au CES, qu'on va découvrir tout de suite. Il s'agit de Luchrome et on va en parler avec son président, Romain Futsch. Bonsoir Romain. Bonjour. Merci d'être là. Félicitations. Je crois qu'on si vous êtes avec nous à la télé, on voit votre trophée. Un trophée qui est très demandé, qui est rêvé par tous les patrons en fait, de start-up. Expliquez-nous ce que vous faites chez Luchrome. Vous êtes à Bordeaux, vous avez créé ça en 2023 et je crois que le concept c'est d'arriver à imprimer des petits écrans qu'après on peut mettre sur n'importe quel appareil électronique. Expliquez-nous. Merci déjà pour l'invitation. Donc Luchrome, effectivement, on existe depuis 2 ans maintenant. Cette technologie, elle est issue d'un laboratoire CNRS et à l'issue de ma thèse, oui, parce que vous êtes docteur en physique-chimie. Docteur en physique-chimie. On a transféré les très bons résultats qu'on a obtenus pendant la thèse au sein de l'entreprise. Ça a pris un petit peu de temps, mais on a pu incorporer la société en 2023. Et effectivement, on fabrique une nouvelle génération d'écrans électroniques. On fabrique de l'électronique française, sans métal, sans ressources rares. Et on fait tout ça en interne. Donc effectivement, ces écrans, c'est une technologie brevetée. Il y a donc plusieurs brevets, plusieurs savoir-faire. Et on peut imprimer ces écrans avec différents designs, comme je peux vous le montrer ici, sur différents types de supports. Mais alors attendez, quand vous dites imprimer, il faut une imprimante spéciale. Non.
C'est là tout l'art de l'Uchrome, c'est qu'on peut utiliser une imprimante classique, ce qu'on appelle une sérigraphie, qui est notamment utilisée dans le textile ou bien dans les arts numériques, où là on va pouvoir finalement imprimer notre écran via cette technique. Mais alors attendez, on peut imprimer quel type d'écran? Eh bien alors ça va être des écrans qui vont fonctionner de manière tout à fait sobre et de manière autonome. Donc là je vous ai ramené un petit exemple. Hop. Alors c'est pas la peine. C'est des avantages. Non, ne faites pas ça parce que à la radio ça passe pas du tout. Okay. C'est pas un problème. Okay. L'idée, montrez-nous parce que je pense qu'on va avoir des images d'illustration. Ce sont des petits écrans qui s'allument, c'est ça? Exactement. Donc ils s'allument. On va pouvoir finalement avoir un écran qui va pouvoir. On va pouvoir savoir le niveau d'énergie d'une batterie, on va pouvoir lier ça par exemple à un niveau de température et renvoyer de l'information directement auprès de l'utilisateur. Donc c'est une nouvelle manière finalement d'interagir avec les objets connectés. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut afficher en fait? Des chiffres, des lettres? On peut afficher des chiffres, des lettres. Des on, des off? Exactement. Donc des là, plus, des moins? Nos clients choisissent le design qu'ils veulent faire. Nous après on s'occupe de tout matricer. Et ensuite, on peut leur proposer effectivement un design sur mesure en moins de 2 mois. Mais quel est l'intérêt par rapport à, aux écrans qui existent déjà? Il existe déjà des écrans, on va dire, mono LED avec des écrans avec de l'encre électronique finalement. Oui, on a un peu dans les liseuses. Ça ressemble un peu à ça. Oui et non. Dans le sens où les liseuses, effectivement, c'est une technologie qui s'appelle l'électrophorétique, où on va avoir des billes qui vont s'orienter d'une certaine manière pour afficher un message. Et ça, en fait, effectivement, ça ne consomme plus une fois que ça a changé, mais ça consomme énormément d'énergie au moment du changement. À la transformation. Exactement. Et donc, on a besoin d'avoir tout un système électronique derrière pour driver ces écrans. Alors que l'avantage de l'Uchrome, par rapport à tout ce qui existe actuellement sur le marché, c'est d'avoir très peu de composants électroniques au sein de ces écrans. Et on peut avoir des choses ultra fines et bien flexibles. Ça, c'est pas possible par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché. Mais on peut imaginer toutes les tailles d'écran? On peut imaginer des plus grandes tailles, effectivement, on peut imaginer plus petits. Pour l'instant, on a plus eu de demandes sur des petites tailles que des grandes tailles, mais effectivement, ça peut se faire. Mais alors, quels sont les points négatifs de cette technologie? Le point négatif, c'est effectivement, on ne peut pas afficher de la vidéo, on ne peut pas afficher ici au CES, on en prend plein la vue avec beaucoup d'écrans très très lumineux. Nous, on ne va pas aller challenger, on ne va pas utiliser nos écrans sur des ordinateurs ou bien des téléphones portables. Par contre, sur des petits objets qui ont besoin d'avoir une information où l'utilisateur a besoin d'avoir un retour visuel, c'est très intéressant et jusqu'alors, c'était inimaginable. Est-ce qu'on peut imaginer ces écrans devenir tactiles? Tout à fait. Il suffit après d'insérer une dalle derrière pour la rendre tactile et on peut avoir effectivement des applications où on a besoin d'avoir un retour visuel lorsque l'on clique par exemple sur l'écran. Je pense notamment à l'automobile. Donc vous avez eu ce trophée. En fait, il faut savoir que chaque année, le CES remet des trophées d'innovation aux startups les plus prometteuses. Où est-ce qu'on peut retrouver votre technologie en fait? Est-ce que vous avez déjà des clients? Où en êtes-vous dans l'évolution? Donc effectivement, ce trophée, c'est une très belle récompense pour nous. Je crois qu'il y a eu plus de 3600 candidatures. Donc avoir finalement une reconnaissance à l'échelle internationale, c'est un gros plus. Et puis, on n'est pas beaucoup en France à avoir pu l'obtenir. Donc on est très heureux par rapport à ça. Signe que finalement, avoir une électronique plus sobre, ça a du sens et c'est dans l'air du temps. Où est-ce qu'on peut retrouver nos écrans maintenant? On a des premiers clients. On a également des premiers partenariats technologiques. Je pense notamment à une entreprise basée à Grenoble qui s'appelle BFC, avec qui nous avons créé un capteur de température et d'humidité via leur source d'énergie basse consommation. Et donc, on peut avoir finalement un capteur de température qui va suivre un bien et afficher sur l'écran si ce bien a respecté la chaîne du froid ou bien s'il y a eu un problème. Nous avons également établi d'autres partenariats avec d'autres entreprises françaises, comme Dracula Technologies, qui est basée du côté de Valence, et d'autres entreprises, Ipige notamment en Belgique, et Ligna Energy en Suède, pour avoir des smart cards tout à fait autonomes. Donc là, on n'a plus besoin de pile-bouton, on peut utiliser la lumière du CES pour activer nos écrans électroniques. La révolution, c'est le fait de pouvoir imprimer ces écrans. C'est une première révolution, effectivement, parce que ça veut dire qu'on va... vous faites la matrice, vous faites l'original, en quelque sorte. Vous l'envoyez à votre client et lui, avec une imprimante en sérigraphie, peut l'imprimer?
Alors, c'est plus compliqué que ça. Pas exactement. Alors, ça peut être effectivement une manière de faire, mais on a l'outil en interne pour fabriquer. Donc, le client vient avec une idée, on lui propose un design qu'il valide et ensuite on imprime tout ça et on peut lui envoyer directement des dispositifs. Et qu'on en fasse 1 ou 1000, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment la partie design qui est la plus importante, mais c'est une technologie qui est scalable à très grande échelle. Est-ce que ça pourrait intéresser, à votre avis, des grands industriels de l'électronique? Parce qu'on voit qu'on a parfois besoin, typiquement, moi j'ai une box à la maison, l'écran c'est de l'écran en fait à encre électronique, ça serait parfait en fait. Exactement. Pour ce type de technologie. C'est tout l'avantage de cette technologie de rupture, c'est qu'on va pouvoir adresser de très nombreux marchés et de très nombreux objets connectés où pour l'instant on n'avait pas forcément un écran ou alors c'était très énergivore, très coûteux. Et on a effectivement cet avantage de pouvoir avoir une technologie qui est imprimée, mais également un produit qui consomme très très peu d'énergie et qui va être à très grande échelle assez compétitif. Est-ce que demain on peut aller plus loin? Est-ce que demain on pourra rajouter de la couleur? Est-ce qu'on pourrait rajouter, je ne sais pas moi, la possibilité d'afficher des vidéos ou est-ce qu'il y a des limites physiques qui ne nous permettraient pas de faire ça? La couleur, c'est possible. Et c'est très demandé pour certaines applications. Donc vous y pensez? C'est une possibilité. On a déjà montré que c'était possible. Après, à industrialiser, c'est un peu plus compliqué. Donc ça va venir. On a pu obtenir le concours iLab décerné par BPI France cette année qui va nous permettre d'avancer sur cette partie en R&D. Et on cherche également à créer plus d'informations. Parce que pour l'instant, on est assez limité dans la résolution finalement de ces écrans. Et notre but, ça va être de descendre dans la matrice de transistors pour pouvoir afficher plus d'informations, donc de réaliser de la miniaturisation. Ça s'appelle Luchrome. Bravo encore une fois pour ce trophée. Merci beaucoup. Romain Futsch, président donc de Luchrome, et vous êtes aussi, je le disais tout à l'heure, docteur en physique, chimie. Merci. Merci à vous. Et bon salon. Merci beaucoup. Vous en êtes l'une des stars, c'est cool. J'espère. Et tout de suite, c'est Julien Villeray qui nous rejoint sur ce plateau. Tech Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà le retour de Tech Co avec, comme promis, Julien Villeray qui est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Directeur d'innovation chez EDF. Julien, vous connaissez bien sûr, qui régulièrement vient dans notre studio pour commenter l'actualité. Ouais. Évidemment, en tant que directeur d'innovation d'EDF, tu es là pour être un peu la vigie en termes de, on va dire, d'innovation au sens large du terme. Large. L'énergie forcément, mais pas que, parce que c'est intéressant d'ouvrir l'esprit. Juste pour commencer, petite anecdote assez amusante, Julien, concernant en fait la bataille qu'il y a entre les grands, on va dire les géants de l'électronique, grand public, et cette anecdote étonnante entre Apple et Samsung qui s'est déroulée là au CES. Oui, c'est assez amusant. Donc le CES a ouvert pour les médias hier. Il ouvre aujourd'hui pour le grand public, les professionnels. Pour les médias, c'était déjà ouvert. Et il se trouve qu'un média, en se promenant sur le stand de Samsung Display, a remarqué que Samsung présentait un prototype d'écran qui n'a pas la petite pliure au milieu d'écrans pliables, comme on les connaît sur les Z Fold par exemple de Samsung. Mais qui est le gros problème en fait de ces écrans pliables. Il y a toujours la pliure qu'on voit. Le crease, comme disent les anglo-saxons, donc cette espèce de ride finalement qu'on voit au milieu et qui n'est pas très agréable ni visuellement ni sous le doigt. Et là, Samsung présente pour la première fois un écran sans cette pliure. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'il le présente dans un présentoir avec l'ancien modèle et donc le nouveau qui n'a pas la pliure. Et évidemment, des journalistes très bien intentionnés se promenant ont dit mais ce ne serait pas le futur écran de l'iPhone Fold par hasard, puisqu'on dit que ce sera le premier téléphone pliant sans cette petite ride au milieu de l'écran. Et il faut savoir que Samsung fabrique beaucoup de pièces détachées pour l'iPhone. Et exactement. Ça depuis des années. Et Samsung Display est très performant, probablement un des fabricants de displays d'écran les plus performants. Et donc il est très probable que ce soit lui qui va fournir pour l'iPhone Fold cet écran. Et alors là, branle-bas de combat. Dans la demi-heure, hop, le présentoir a été enlevé du stand. Et Samsung a dit non, mais des fois on présente des prototypes, mais là on s'est dit qu'on n'allait plus le présenter. Donc on peut imaginer, et c'est ce que les médias évidemment font, et j'avoue que je ne peux pas leur jeter la pierre, qu'en fait on a vu l'écran qui sera utilisé dans les prochains iPhone Fold. Voilà. Qui devrait sortir à la rentrée prochaine. C'est ce qu'on dit, c'est ce que la rumeur dit. Mais bon, voilà, c'est amusant. C'est l'anecdote. Petites anecdotes. Bon, à part ça, les grandes tendances,
On est un peu tous en phase là-dessus. Hein. Robots domestiques. Énormément. Il y en a de plus en plus. De plus en tu en plus. as repéré des sympas ou pas? Oui, alors d'abord on est toujours quand même dans de la démo, beaucoup. Donc à part les robots aspirateurs qui est un petit peu le joke annuel où il y a chaque année énormément de robots aspirateurs. Donc maintenant ils montent les marches tout seuls. Maintenant bon, ils font plein de trucs sympas. Mais ça c'est un peu pour la blague. Par contre les robots domestiques, parfois humanoïdes, c'est-à-dire qui se déplacent dans la maison et qui peuvent aider à mettre le linge dans la machine à laver par exemple. C'est LG qui a présenté Cloids, son robot domestique sur scène. On n'a pas bien compris s'ils allaient le vendre ou pas, celui-là, mais bon voilà. On a Vex, alors que j'adore, qui est une petite boule qui se balade toute seule, qui est faite par une start-up et qui, elle, permet de suivre son animal. Donc si dans la journée vous vous ennuyez au bureau, vous pouvez avoir en permanence une interaction avec votre animal et le petit robot joue avec, diffuse votre voix. Enfin bref, ça ne sert à rien, mais c'est sympathique et c'est un robot domestique. Tiens, juste, ça me fait penser, Samsung avait, tu te rappelles, le Bolly l'année dernière. Exactement. Il a disparu des rayons. On le voit plus. Un peu comme l'écran pliable. C'est ça, il a disparu. Non, mais c'est dingue. Cette année, je ne suis pas encore allé sur le stand de Mais Samsung. tu verras, moi j'y suis allé hier. Ah, il n'y était pas. Et je ne l'ai pas vu. Ou alors il était caché. Mais bon. On verra. Il y a Switchbot. Alors Switchbot qui est connu pour faire vraiment plein de petits gadgets électroniques pour la smart home. Boîte chinoise. Qui a annoncé un robot domestique humanoïde et qui devrait être disponible soi-disant en 2026. Donc on verra. Mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Switchbot qui sort aussi un robot qui lance les balles de tennis. Il y a effectivement des robots pour s'entraîner au tennis. Zeros W1 qui est une espèce de Wall-E. Il y en a plein. Tout le monde annonce des choses, on ne sait pas très bien ce qui va sortir ou pas cette année, mais ça montre quand même vraiment cette tendance de fond. Et peut-être ce qui est encore plus intéressant, en tout cas pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie comme moi pour EDF, c'est que Boston Dynamics, qui est vraiment l'entreprise la plus avancée sur le robot et peut-être la plus avancée sur le robot humanoïde, avec son robot Atlas, qu'on a déjà vu faire des cabrioles, sauter, enfin faire des choses assez incroyables. Hyundai, qui est la société qui a racheté Boston Dynamics, a annoncé qu'à partir de 2028, il utiliserait Atlas dans ses usines. Wow. Et donc là vraiment pour faire du tri de pièces, pour faire de la maintenance, du déplacement d'objets. Et donc il ne faut pas se tromper, Hyundai, c'est un des plus gros conglomérats coréens, c'est une des plus grosses boîtes d'industriels. Il y a LG, Samsung et Hyundai. C'est absolument énorme. Donc c'est un signal intéressant. Le robot humanoïde, a priori, va gagner petit à petit les maisons, mais aussi l'industrie. Ouais, sans doute l'industrie et après les maisons. Alors, je ne suis pas sûr de ça, parce qu'en fait, quand on entend les gens qui développent ce genre d'outils, en particulier si on regarde Neo, je ne sais pas si tu te souviens, mais Neo, c'est ce robot domestique dont on a beaucoup parlé en 2025, qui en fait est un peu téléguidé à distance et qui n'est pas totalement autonome. Eh bien, le fabricant de Neo, le concepteur de Neo, dit quelque chose qui me paraît assez vrai, c'est que la maison, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué que l'usine. Parce que on peut se balader, tomber sur une chaussette, se prendre un mur, il y a des meubles partout. Alors que dans l'industrie, tout est millimétré. C'est millimétré, c'est normé, il y a des grandes allées. Voilà, c'est ça, scripté, on va dire. Et donc, il y a beaucoup de fabricants aujourd'hui qui disent en on ou en off qu'en fait, pour eux, c'est plus compliqué. Et donc, c'est peut-être ça qu'ils vont essayer de faire en premier, c'est d'aller sur le robot domestique, parce que s'ils arrivent à craquer, comme on dit, la problématique du robot domestique autonome, ils arriveront à l'appliquer à l'industrie assez facilement. L'inverse n'est peut-être pas certain. Couplé évidemment à l'IA générative qui va accélérer en fait la compréhension de notre environnement pour ces robots. Complètement. Et si on fait peut-être, on en profite pour faire un passage à un autre sujet qui est en fait de la robotique et de l'IA générative, c'est la voiture autonome. On voit bien que dans le modèle qui est développé aujourd'hui, en particulier par Nvidia, qui a annoncé donc une nouvelle plateforme qui s'appelle Alpamayo. Alpamayo, c'est une plateforme en fait de conduite autonome qui va être utilisée par Mercedes. J'allais dire Cocorico, c'est pas très Cocorico, mais c'est très européen. En tout cas, c'est un européen, oui, bien sûr. Parce que, voilà, ceux qui parfois m'entendent sur cette antenne savent que je suis assez agacé par le rapport qu'ont les Européens à la voiture autonome. Et ça y est, enfin, quelqu'un, Mercedes en l'occurrence, va sur cette plateforme. Et cette plateforme qui est ouverte, contrairement à la plateforme SFD Tesla, par exemple, que Tesla n'arrive pas à vendre à d'autres fabricants. Cette plateforme de Nvidia est ouverte et fonctionne vraiment sur une base d'IA générative, multimodale, avec d'IA Nvidia, et on peut leur faire confiance qu'en général, ils ont plutôt délivré sur tout ce qu'ils ont annoncé en termes d'IA, permet d'avoir finalement une voiture qui va réagir comme un humain. C'est-à-dire ça va plus être des arbres de décision, s'il se passe ça, fait ça, mais qui est censé en tout cas prendre en compte l'ensemble de l'environnement pour réagir comme le ferait un humain au volant. On va voir, Mercedes a annoncé la première voiture avec ce système aux États-Unis en 2026. Pourquoi aux États-Unis ? Parce que la réglementation le permet, ce qui n'est pas encore le cas en Europe. Mais on voit bien qu'effectivement l'association IA plus robotique, puisque la voiture devient un robot en fait, c'est quelque chose qui est vraiment l'avenir de la tech. En tout cas pour les 5-10 prochaines années, ça va être le sujet chaque année au CES et ailleurs. Voilà, on évoquait tout à l'heure en début d'émission la montée en puissance des robots taxis, avec Zoox qui a été présenté, la boîte qui a été rachetée par Amazon, Uber qui a annoncé aussi son robot taxi.
Voilà, on y est. On sait Waymo que qui fonctionne partout. Voilà, dans quelques années, la voiture autonome. Je pense que là, on est vraiment à l'aube, enfin, du vrai réveil de la voiture autonome. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, mais là, les planètes sont en train de s'aligner visiblement. Complètement. Et comme le disait, je crois que c'était, je ne sais pas si c'est apocryphe, mais enfin, on disait que c'était Bill Gates qui avait dit ça, et c'est tellement vrai. On surestime toujours la rapidité des innovations à court terme, mais on les sous-estime toujours à long terme. Donc pendant 10 ans, on a dit ouais, ça marchera pas, ça n'arrive pas, ça vient pas. Et puis il y a un moment, tout se cristallise et ça arrive. Et je crois que sur la voiture autonome, on y est. En termes de start-up énergie, tu n'as pas vu grand-chose. Non. Mais tu en as vu une assez étonnante. Effectivement, elle est sur le CES Unveil, qui regroupe toutes ces petites innovations de petites startups qui voilà, sont assez sympathiques et assez sexy. J'étais assez frappé déjà l'année dernière, mais encore plus cette année, du fait que tout ce qui était sustainability, comme on dit, donc développement durable, écologie, etc., c'est plus trop le sujet du moment. C'est assez décevant, évidemment, mais c'est comme ça. Mais j'ai vu pas mal de boîtes qui font des batteries qui permettent de faire fonctionner sa maison avec de l'énergie solaire, etc. Pas très nouveau. Elles sont un peu plus belles, elles ont de l'IA dedans, bon, très bien. Mais une start-up, effectivement, que je voulais citer parce que je la trouve assez sympathique, s'appelle GeoWind. GeoWind, elle a inventé une éolienne verticale. Ça ressemble à une grosse boule avec des petites pales qu'on peut mettre chez soi pas à l'intérieur évidemment, mais dans son jardin, éventuellement sur une terrasse, etc. Ou sur le toit. Ou sur le toit, et qui va produire de l'énergie, donc de l'électricité, de façon extrêmement simple avec, paraît-il, en tout cas un rendement très très bon lié à la forme de ces pales qui est assez spéciale, qui est en plus très jolie. C'est un peu des voiles comme ça qui tournent autour de cette boule. Et donc l'énergie produite est stockée directement ou elle part sur le réseau? Alors elle part directement sur le réseau domestique et elle peut évidemment derrière être stockée par une batterie si on le souhaite. Mais voilà, j'ai voulu la mentionner parce que c'est à la fois le retour de l'énergie éolienne dont on parle un peu moins ces dernières années, et en plus une éolienne domestique. Ça ne va pas transformer le marché, soyons clairs, mais en tout cas je trouvais ça plaisant de les citer parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui font sur ce marché-là en ce moment. Ça reviendra, mais pour le moment... aux États-Unis, les éoliennes, c'est pas très à la mode. C'est pas très à la mode. Dernière chose, on va parler de Meta, parce que Meta, bien sûr, est présent avec ses lunettes connectées. Le nouveau modèle, le Meta Ray-Ban Display, va être mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Exactement. Alors, on peut d'ailleurs tout de suite dire que, petite déception, ce ne sera pas tout de suite disponible en Europe, en tout cas en France, en Allemagne, etc. Parce que Meta a annoncé qu'il allait décaler la sortie de ses lunettes pour d'abord servir le marché américain. Exactement. Ils ont une capacité de production qui est évidemment assez limitée. On est presque vexé. C'est un peu vexant, mais c'est comme ça. Ça arrive hélas de plus en plus souvent avec les produits tech. On est servi maintenant en second en France, c'est comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que Meta continue d'améliorer son produit évidemment et en faisant des updates. Mais surtout, on est cette année sur un CES plein de lunettes connectées. Mais alors, il y en a partout. Tous les Chinois, au sens les fabricants chinois, se sont lancés dans les lunettes connectées. Et il n'y en a pas une qui arrive à la cheville de la Meta Display, qui est donc le nouveau modèle de Meta. Ça, c'est assez étonnant parce qu'en général, les Chinois vont très très vite sur le développement de ce genre de technologie. Là, Meta garde de l'avance et les deux fonctionnalités qu'elle a annoncées sont, à mon avis, vraiment beaucoup de valeur. La première, c'est un téléprompteur. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir sur le petit display, sur le verre de la lunette, d'avoir en fait des phrases qui s'affichent et donc on va avoir un prompteur. Donc quand on donne une conférence, quand on intervient à la télévision, que je sais-je, on va pouvoir lire sans que ça se voit évidemment, parce que tout ça est dans la lunette, son discours. Donc ça se fait évidemment dans d'autres modèles de lunettes, mais c'est la première fois que dans une lunette IA généraliste, ça apparaît. Et surtout, alors moi ce que je trouve le plus sexy technologiquement, même si on va voir si c'est utile, et si ça marche, c'est de la reconnaissance d'écriture. La Meta Display est commercialisée avec un petit bracelet, un petit band comme ils disent, qu'on met donc autour du poignet et qui capte les mouvements neurologiques de la main. Et donc en écrivant comme ça dans l'air ou sur une table, il devrait détecter l'écriture cursive et donc être capable de traduire sur l'écran. Et on a peut-être craqué le fait de pouvoir répondre à des mails avec ses lunettes. Donc peut-être. Tu peux peut-être écrire. Et on sait tous que le clavier virtuel comme ça, c'est quand même pas très pratique. C'est pas pratique. Sur la montre non plus, les petits écrans non plus. Donc là, il va falloir essayer quand même la pertinence de cette interaction. Mais c'est intéressant de voir que c'est Meta qui lance ça. Et c'est pas une entreprise, une petite start-up chinoise comme on le voit souvent. Merci beaucoup Julien. Merci. Julien Villeray, qui évidemment est directeur de l'innovation chez EDF et qui nous fait son petit tour, comme chaque année d'ailleurs, ici au CES. Vous restez avec nous, on va parler beauté et tech avec une start-up que nous allons recevoir tout de suite pour terminer cette émission. Tech & Co, la quotidienne, depuis le CES de Las Vegas, sur BFM Business. Voilà, et pour terminer ce Tech & Co depuis donc, le CES de Las Vegas, on va parler de e-santé et de dermatologie notamment. Et vous allez voir que
grâce à la tech et à l'IA, on arrive à faire des choses incroyables aujourd'hui. On en parle avec Jennifer Gauthier, cofondatrice de SkinMed. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Alors, dermatologie, déjà premier problème, on en parlait juste avant cette interview, il n'y a pas assez de dermatos en France. Non, donc on se retrouve avec des délais pour avoir des rendez-vous avec les dermatos qui sont problématiques. Ça peut être plusieurs mois, c'est ce que vous me disiez. Comment la tech peut en tout cas soulager et peut-être aider aussi au diagnostic aujourd'hui? Alors, elle peut aider si elle est placée dans des endroits qui sont accessibles. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème pour avoir accès à un dermatologue, c'est vraiment où le trouver. Ouais. Donc nous, ce qu'on s'est dit chez SkinMed, c'était qu'il fallait un dispositif dans des lieux où tout le monde a accès. C'est pour ça qu'on a décidé en fait d'implanter notre dispositif, nous, dans les pharmacies. Ok, il y en a partout. Il y en a partout, elles sont accessibles à toute heure. Dans la région parisienne, même le dimanche. Rapprochez votre micro de la bouche, parce qu'autrement on ne vous entend pas, ça serait dommage quand même. Oui, ça serait dommage. L'idée, c'est que vous avez développé donc une solution soft avec du matériel qui permet de faire un pré-diagnostic. Comment on peut le présenter? Alors effectivement, c'est un préavis d'un dermatologue, puisque ça se passe en 2 temps. Donc le patient vient en pharmacie. On a d'abord aussi misé beaucoup sur la prévention. Donc à la base, quand il arrive en pharmacie, il s'est fait un auto-examen complet du corps. Ouais. Et à partir de là, le pharmacien va pouvoir prendre les photos des lésions qui sont suspectes d'après le patient. Donc j'ai une lésion qui m'inquiète. D'accord? Oui. Comment je fais en fait? Parce que là, vous êtes venu avec du matériel, Oui. mais moi, je n'ai pas ce matériel à la Tout maison. à fait, c'est le pharmacien qui dispose du matériel. Donc je vais chez le pharmacien. Exactement, vous Il allez va en me faire pharmacie. une micro-consultation. Alors, on ne peut pas dire vraiment une C'est pour ça consultation. que j'ai dit micro. Lui, il va simplement en fait faire le rôle d'un opérateur, c'est-à-dire qu'il va prendre des clichés, donc des clichés cliniques mais aussi dermoscopiques, puisque dans les cancers cutanés notamment pour pouvoir les dépister, les images dermoscopiques sont indispensables. Donc le pharmacien fait les photos, il va remplir un dossier patient complet à destination du dermato. D'accord. Donc avec tous ses antécédents, ses dernières visites, ses habitudes au soleil, son phototype de peau. D'accord. Donc la plateforme est très fluide et très rapide. Donc pour le pharmacien, c'est absolument pas chronophage. Du coup, à partir de là, il va pouvoir envoyer en téléexpertise tous les clichés et le dossier patient complet. S'il le souhaite, c'est à discrétion du pharmacien, il peut aussi demander l'avis de l'IA. Donc pour le moment, il ne peut pas dévoiler les résultats de l'IA au patient. Bon, ça peut être très anxiogène aussi, donc autant attendre la réponse du dermatologue qui va, elle, intervenir sous 48 à 72 heures, donc un rapport complet. Et bien sûr, si jamais il y a quelque chose, le patient reçoit de la part du dermatologue expert une lettre de recommandation à destination d'un confrère local pour pouvoir être pris en charge rapidement, parce que c'est ça le but, c'est avoir déterminer les patients à risque et les lésions suspectes et qui puissent être pris en charge rapidement par les dermatologues. Et en priorité, parce qu'effectivement, ça permettra aux dermatos de faire un tri et de prendre les cas, on va dire, plus importants plus rapidement. C'est ça, en fait. L'idée, c'est de désengorger les salles d'attente des dermatologues des lésions les plus bénignes qui ne devraient pas arriver jusqu'à leur cabinet pour pouvoir effectivement recevoir en priorité les cas qu'ils nécessitent vraiment. Quand on appuie sur le bouton IA, oui, ça marche? Oui, ça marche. Et c'est vous qui développez ça? Alors, c'est la société Anapix, dont je suis également présidente. On travaillait au départ en tant que distributeur de cette solution. Et très récemment, nos 2 sociétés ont fusionné. C'est dingue comme l'IA est en train de bouleverser un métier. En médecine, je pense que Parce que là, on est au balbutiement de tout ça. Demain, le dermato aura un avis IA, à votre avis, pour conforter Je pense qu'effectivement, là où ça va être très utile, c'est pour les dermatologues. Plutôt que de demander des avis à des confrères quand vraiment on a un doute sur des lésions, je pense que oui, l'IA, là, sera quelque chose de révolutionnaire dans leur pratique au quotidien. Mais il faudra toujours passer par un dermato, à votre avis? Question un peu sensible. Alors, en Angleterre, il y a une solution d'IA qui se permet de se passer de dermatologue, puisqu'elle est dispositif de classe 3. Maintenant, je pense mais alors, qui l'a fait, en fait? C'est le patient lui-même?
Alors non, c'est une bonne question. Je ne saurais pas vous répondre exactement où est-ce qu'elle est disponible. Mais effectivement, ça permet vraiment de se passer du dermatologue. Moi, à mon sens, je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir toujours un dermatologue qui supervise les IA. Bien sûr. Puisque voilà, l'idée, c'est vraiment pas... Un peu comme le radiologue qui est confronté aujourd'hui à l'IA. Exactement. Et ça peut être son meilleur outil finalement. Exactement, c'est une très bonne comparaison, la radiologie. Je pense que la dermato, on est vraiment sur deux process assez similaires. Ça s'appelle SkinMed. Merci beaucoup Jennifer Gauthier. Merci à vous. Bon salon parce que vous êtes là bien sûr pour présenter votre solution au monde entier. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs on vous invite également puisqu'on a fait un petit jeu concours qui a mis l'accent sur la prévention. Eh bien très bien. Voilà. À découvrir donc ici au CES. Ça s'appelle SkinMed. Pour terminer donc ce Tech & Co, la quotidienne, un grand merci de nous suivre. On est là, vous savez, tout au long de cette semaine et même la semaine prochaine pour vous faire vivre le plus grand salon tech au monde. On se retrouve demain. D'ici là, très belle soirée, à très vite et merci de nous suivre. BFM Business et Tech & Co, partenaire officiel du CES de Las Vegas.